Ce livre, dans sa troisième édition revue et augmentée, traite d'un céphalopode énigmatique, le calamar géant. Qui est-il finalement? Le calamar géant, dont l'espèce la plus représentative est l'Architeuthis dux, Architeuthis, le très grand calamar chef en latin, est connu de tous les peuples de la mer depuis quand même 3 millénaires. Pourtant, il n'a été classé qu'en 1857 par le professeur Steenstrup, et les premiers clichés photos de cet animal évoluant dans son milieu apparaissent grâce à une expédition japonaise en septembre 2004. Pourquoi un tel écart entre la connaissance du calamar géant et ses premières représentations? Nous proposons, pour cette présentation vidéo à l'Harmattan, de nous focaliser sur l'état de la question en France au XIXe siècle. Au XIXe siècle, le regard porté par les écrivains sur les océans est empreint d'une subjectivité qui ne cadre pas forcément avec l'objectivité des anciens traités naturalistes sur la question. Il nous est par exemple impossible dans notre étude sur le calamar géant de négliger les pages que Jules Michelet, grand historien, accorde à la mer et plus particulièrement au poulpe sous le titre quelque peu effrayant de l'écumeur des mers. Le poulpe est d'ailleurs affublé du sobriquet très peu flatteur de suceur. Écoutons Jules Michelet, il offre l'aspect étrange, ridicule, caricatural s'il n'était terrible, de l'embryon à l'entanguère, d'un fœtus cruel, furieux, mou, transparent mais tendu, soufflant d'un souffle meurtrier. Car ce n'est pas pour se nourrir uniquement qu'il guerroie, il a besoin de détruire. Même rassasié, crevant, il détruit encore. Jules Michelet brosse donc le portrait d'une créature pitoyable, laide et informe, servant après de modèle évidemment à la fureur de Hugo dans Les Travailleurs de la mer, où il livre une pieuvre en prise avec le marin Gilliatt en 1866. Écoutons Victor Hugo. Elle n'a pas d'os, elle n'a pas de sang, elle n'a pas de chair, elle est flasque. Il n'y a rien dedans, c'est une peau. On peut retourner ses 8 tentacules du dedans au dehors comme des doigts de gants. Victor Hugo semble aller au-delà de la mollesse proposée par Jules Michelet pour faire de la pieuvre une véritable plaie, un parasite des mers avec son unique bouche qui aspire indéfiniment. Écoutons encore Victor Hugo. Le tigre ne peut que vous dévorer. Le poulpe, horreur, vous aspire. Il vous tire à lui et en lui, et, lié, englué, impuissant, vous vous sentez lentement vidé dans cet épouvantable sac qui est un monstre. Au-delà du terrible être mangé vivant, il y a l'inexprimable être bu vivant. Cette vision cauchemardesque du poulpe, initiée tout de même par Jules Michelet, trouvera son point d'orgue dans les champs de Maldoror en 1874, évidemment de Lautréamont. Quel ne fut pas son étonnement quand il vit Maldoror changé en poulpe, avancer contre son corps ses 8 pattes monstrueuses dont chacune lanière solide aurait pu embrasser facilement la circonférence d'une planète. On le voit là, le poulpe est volontairement décrit comme impossible avec une circonférence d'une planète, c'est gargantuesque. Donc il va du côté de l'abomination littéraire, fruit de l'imagination morbide et torturée. Le poulpe, avec ses tentacules énormes de Lautréamont, sert de ferment à la divinité Stulu, évidemment initiée par le grand écrivain fantastique H.P. Lovecraft dans L'Appel de Stulu dès 1926. Avec Lovecraft, c'était une espèce de monstre, ou de symbole de monstre, que seule une imagination morbide avait pu concevoir. Une tête pulpeuse, entourée de tentacules, surmontait un corps écailleux et grotesque, muni d'ailes rudimentaires. Donc il y a une chose assez étonnante au XIXe siècle, c'est cette confusion entre la pieuvre géante, volontiers mythique, imaginaire, et le calamar géant dont on ne se préoccupe guère car il est furtif, on ne le connaît pas, il habite dans les abysses, et cette confusion se retrouve en plein dans l'exemple le plus connu finalement, celui de l'attaque du Nautilus dans 20 milieux sous les mers,
de Jules Verne. Et c'est assez drôle de voir qu'il y a une confusion entre l'octopode, la pieuvre, et le décapode, le calamar géant. Écoutons l'extrait fameux de Jules Verne. Sa tête, reprit Conseil, n'était-elle pas couronnée de 8 tentacules qui s'agitaient sur l'eau comme une nichée de serpent? Précisément. Ses yeux, placés à fleur de tête, n'avaient-ils pas un développement considérable? Oui, Conseil. Et sa bouche, n'était-ce pas un véritable bec de perroquet, mais un bec formidable? En effet, Conseil. Eh bien, répondit tranquillement Conseil, si ce n'est pas le calamar de Bouillet, voici du moins un de ses frères. Donc dans la même grande phrase, il y a noté à la fois le poulpe, la pieuvre, l'octopode et le calamar, le décapode. Et la distinction n'est pas encore très précise. Donc tout comme chez Jules Michelet, le céphalopode de grande taille est forcément toujours la pieuvre au détriment du calamar géant plus furtif. Et encore très peu connu et documenté au XIXe siècle. Donc c'est vrai que cette pieuvre géante est beaucoup trop grande et le pauvre poulpe commun fait les frais un petit peu de cette ambition car le poulpe commun est pourtant considéré non pas comme effrayant mais comme très familier. Il est célébré dès l'Antiquité par Oppien dans les Halieutiques qui déjà aimait comme nous ses qualités gustatives hein, et connaissait déjà ses facultés chromatiques dont l'aisance à se camoufler. Et donc cette pauvre petite pieuvre se mue au XIXe siècle en terrible poulpe colossale sous la plume débridée de Jules Michelet, pourtant historien, et de quelques écrivains de talent que nous avons cités, Victor Hugo, Jules Verne, Lautréamont. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est un scientifique quelque peu oublié qui a initié en France cette démesure littéraire autour du poulpe colossal, et c'est Denis Montfort. Nous allons en dire quelques mots, car c'est un personnage intéressant qui a voulu faire la suite de l'encyclopédique absolument énorme Histoire naturelle de Buffon. Avec lui, il a proposé une histoire naturelle des mollusques de 1801 à 1802. Et il se laisse frapper de contagion aussi par le poulpe colossal, tout comme les écrivains que l'on a cités. Et donc il se laisse aller à des excès de plumes en faveur de la pieuvre géante. Il dit même, si mon kraken passe, je lui ferai étendre ses bras des deux côtés de Gibraltar. C'est pour dire un peu quelle dimension il accordait à sa pieuvre. Et s'écartant encore plus de la prudence scientifique de rigueur, il surenchérit quelques mois plus tard avec la même défiance. Si mon poulpe colossal est admis à la seconde édition, je lui ferai renverser une escadre. Donc c'est une référence à la bête-île qui avait sur son dos soit des militaires ou des moines et qui, lorsqu'elle replongeait dans l'eau, faisait noyer tous les humains. Donc voilà. Mais après une ultime bravade, son poulpe colossal aurait quand même coulé à lui seul 10 navires de guerre de l'armée britannique une nuit de 1782. Ce n'est pas la vérité, les navires ont évidemment été interceptés par l'ennemi, et on l'a su un peu plus tard. Après cela, Denis Montfort a été convoqué à l'Académie des sciences et malheureusement a dû démissionner de sa chaire de malacologie. Et le reste, pour ce personnage assez excentrique, est assez tristement banal, mais quotidien au XIXe siècle. Une vie de misère sur les pavés de Paris, où le peu d'argent rapporté par ses expertises en coquillages anciens était malheureusement dilapidé directement dans la boisson. Mort de misère dans une rue de Paris entre 1820 et 1821. Donc au XIXe siècle, la pieuvre étouffe complètement le calamar géant. Il n'y en a que pour la pieuvre. Tout le monde est sous son emprise, que ce soit le scientifique Denis Montfort, mais évidemment les écrivains à l'imagination débordante et les romantiques, Victor Hugo, Jules Verne, Lautréamont, et aussi le regard émerveillé de Jules Michelet sur les océans.